aussi grave, aussi critiquable, aussi inqualifiable, aussi impardonnable que celle dont nous avons tous été à notre corps défendant les témoins il y a quelques mois. Car, enfin, mes chers collègues, comment pouvez-vous imaginer qu'un nouveau Jérôme Cahuzac, avec le texte que vous voulez nous faire adopter, rendrait enfin public des dépôts monétaires à l'étranger qu'il aurait constitués sur la base d'une fraude fiscale? Je ne vous crois pas si naïf que de croire que vous allez réellement répondre à cette difficulté par ce type de texte, car en réalité, vous n'y répondrez pas. C'est une première raison de vous dire que nous ne sommes pas dupes des intentions politiques qui sont à peine cachées derrière les motifs de votre projet. La deuxième chose que je veux vous dire, ce sont les conditions d'élaboration de ce texte. Je déplore que vous n'ayez à aucun moment recherché, par une discussion pluraliste comme celle qui avait eu lieu il y a quelques années autour de notre présidente de l'époque de la commission des lois, des solutions équilibrées au problème de la déontologie de la vie publique et de la transparence de la vie publique. Et d'ailleurs, quand vous vous êtes mêlé de réunir une commission à ce sujet, elle n'a à aucun moment consulté les élus, souvenez-vous, de la commission présidée par M. Jospin il y a quelques mois, et qui d'ailleurs avait oublié de traiter dans le détail les questions dont nous sommes aujourd'hui saisis. Le troisième point sur lequel je veux insister, après avoir souligné vraiment les défauts des conditions de départ de l'introduction de ce texte, les défauts de l'élaboration unilatérale par le gouvernement et son administration de ce texte, il y a le fait que le point de déséquilibre sur lequel vous vous êtes arrêté n'est pas acceptable. La publicité des déclarations ne sert à rien, sinon à faire plaisir à quelques organisations politiciennes qui s'arrangeront pour faire des campagnes extrémistes sur les revenus des élus. Elle ne sert à rien. Ce qui est important, ce sont les pouvoirs de l'instance qui contrôle l'enrichissement entre deux déclarations de patrimoine. Mais rendre public des déclarations, y compris des déclarations mensongères, ça ne sert à rien. Les Français ne seront pas dupes. Et c'est pourquoi je reprends à mon compte l'excellente expression de Tartuffery qui a été utilisée plus tôt dans notre débat. Quant aux tiers, j'appelle tiers des personnes auxquelles l'élu est attaché, parce qu'aujourd'hui, les liens ne sont pas tous des liens qui ont reçu une forme juridique. J'appelle tiers les enfants, j'appelle tiers les parents. Comment voulez-vous qu'un élu puisse obtenir de ces tiers des informations que ceux-ci ne sont nullement obligés, de par la loi, de donner à quiconque? Et pensez-vous que dans toutes les familles de France, les enfants connaissent le patrimoine des parents? Les parents connaissent le patrimoine des enfants? On connaisse le patrimoine des personnes auxquelles on est lié? Absolument pas. Et c'est une liberté que tout citoyen a. Alors s'il est absolument nécessaire d'être intrusif dans la vie des familles des élus, qui ne sont pas pour grand-chose dans l'engagement public, autrement que par le soutien qu'ils apportent à ces élus, qui ne sont pas pour grand-chose dans cet engagement public en tout cas, je ne vois pas pourquoi on expose les familles de la manière dont vous le faites et les personnes liées aux élus. Et je crois que c'est une grande frustration de droits individuels qui sont reconnus depuis plusieurs décennies, depuis 200 ans, aux Français de toutes conditions. Enfin, en ce qui concerne les intérêts, mais alors là, c'est la porte ouverte à toutes les mises en cause. Nos intérêts sont multiples et en général, nos intérêts sont légitimes. Qui appartient à une confrérie philosophique, c'est un intérêt. Qui s'est engagé dans le mouvement associatif, c'est un intérêt. Qui a eu une profession dans les années passées tout à fait honorable, c'est un intérêt. Où allez-vous vous arrêter à partir du moment où vous ne fixez aucune limite dans la définition des intérêts, préférant vous reposer sur l'idée que l'élu lui-même se fait des intérêts qu'il conviendrait de déclarer et donc sur sa bonne foi? Mais comment voulez-vous fonder un contrôle sur la bonne foi? Il y a là une contradiction intellectuelle qui me paraît inassumable. Enfin, il y a un point que je crois être le plus grave de tous dans le franchissement des lignes jaunes. C'est le système de ce que vous avez qualifié élégamment de lanceur d'alerte et qu'on pourrait aussi bien requalifier de délation, de dénonciation. Moi, je ne veux pas de la République des délateurs. Je considère que oui, il faut protéger des Français qui, de bonne foi, donnent
à la commission, à l'instance chargée de contrôler les choses, des informations qui sont prouvées, mais ceux qui vont lancer sur la place publique des calomnies qui seront irréparables, car on en verra l'inanité qu'au bout de 1 ou 2 ans, eh bien, ces personnes-là, ces délateurs, ces dénonciateurs, notre République ne doit pas les inviter à s'épanouir en place publique. Alors, mes chers collègues, ça fait tout de même beaucoup de raisons, mais il y en a encore une sur laquelle je veux revenir en un instant. Le discrédit de la parole publique, il vient du fait qu'on prend des engagements et qu'on fait le contraire après. Personne n'a obligé votre candidat François Hollande à dire qu'il renégocierait le traité budgétaire avant de le faire adopter sans en changer une virgule. Personne n'a obligé votre candidat François Hollande à dire qu'il fallait remettre en cause la réforme des retraites alors qu'il veut aujourd'hui l'aggraver. Personne n'a obligé votre candidat François Hollande à dire qu'il allait résoudre le problème des ouvriers d'Aulnay ou de Florange. Personne n'a oublié non plus la promesse de votre président François Hollande de ne pas augmenter les impôts en 2014, alors que son ministre, M. Moscovici, vient d'annoncer cette hausse d'impôts dans le prochain budget. Personne ne vous a obligé à supprimer la TVA anti-délocalisation pour ensuite la rétablir sous une autre forme. Alors, mes chers collègues, je me doutais que j'allais un peu vous agacer. Je regrette presque d'y avoir mis un ton trop haut de véhémence. Mais croyez bien, je le fais avec sincérité. Je crois que si nous voulons réhabiliter la parole publique dans notre pays, il faut commencer par ne pas prendre d'engagements qu'on sait ne pas pouvoir tenir et par tenir les engagements qu'on a pris. Pardon de cette morale élémentaire, mais si nous parvenions les uns et les autres à nous en tenir à cela, un grand pas en avant serait fait. Pour le moment, je veux vous dire que vraiment, nous aimerions pouvoir voter ce texte. Vous n'avez pas fait le nécessaire pour que nous puissions le faire. Je le déplore. Et pour nous donner une dernière chance de l'obtenir, je vous demande, et je le demande particulièrement à vous qui n'êtes pas spécialement bien disposés par rapport à cette question préalable, je vous demande, s'il vous plaît, dans un instant de raison, d'adopter cette question préalable. Merci. Et nous serons disponibles pour travailler avec vous. Merci, mon cher collègue. Je passe la parole à Monsieur Alain Anziani, orateur contre la motion. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un certain nombre d'éléments pourtant pourraient être utiles. Je voudrais commencer par saluer Monsieur Philippe Bas. Il s'est dit heureux, c'est déjà bien, heureux de défendre cette question préalable. Je ne suis pas moins heureux de la combattre. Il s'est dit heureux de défendre cette question préalable, mais si vous me permettez, chers collègues, vous vous êtes un peu trompés de motion, j'ai l'impression. Vous avez commencé par nous expliquer qu'il fallait faire un renvoi aux commissions. Et non, la question préalable n'est pas un renvoi aux commissions. Et finalement, M. Pierre-Yves Collombat, il allait usurper votre fonction, vous prendre votre rôle. Alors, vous avez commencé par cette confusion. Vous avez terminé par une autre confusion qui est le réquisitoire. Vous avez terminé par un réquisitoire purement politicien. Purement politicien. Et donc vous vous êtes trompé 2 fois dans votre propos. Et vous êtes même trompé une 3e fois, puisque, à longueur de propos, vous nous avez dit « mais finalement, quel dommage que nous ne revenions pas en commission et que là, nous n'exhumions pas le rapport de M. Hyest avec Pierre-Yves Collombat, avec quelques autres, avec quelqu'un de l'ensemble des groupes, avec moi-même ». Eh bien, nous avons effectivement rédigé ce rapport. Mais est-ce que vous l'avez lu? Quand vous dites dans ce rapport, vous dites tout le bien de ce rapport, mais ensuite après vous nous dites que, au fond, il ne faut pas de déclaration d'intérêt ou pas de cette façon-là. Proposition numéro 4 du rapport Hyest, qui n'est pas là, je le regrette. Il faut une déclaration d'intérêt qui soit imposée à l'ensemble des parlementaires. Quand vous nous dites, vous vous mêlez de la vie privée et des rémunérations annexes. Proposition 12 du rapport. Il faut une déclaration des rémunérations annexes. Proposition 13. On allait même plus loin. Il faut que la déclaration d'intérêt fixe
évalue l'ensemble des rémunérations 3 ans avant le début de mandat. Et là, vous venez tout à l'heure, à l'instant même, de nous faire un beau dégagement sur les proches qui ne doivent pas être concernés. Mais alors vous êtes en pleine contradiction avec M. Hyest, puisque la proposition 14 disait qu'il fallait intégrer les intérêts des proches. Il faut choisir, M. Bas. Il faut choisir entre le rapport de Hyest et puis vos propres propos. Je serai trop long, mais je dis, si vous voulez le rapport Hyest, votez le projet de loi Vidalis. Parce que vous allez retrouver beaucoup de propositions. Interdire les fonctions de conseil, par exemple. C'était dans le rapport Hyest. C'est dans le projet de loi que propose le gouvernement. Vous dites, dans le rapport Hyest, qu'il faut interdire la compatibilité entre la fonction parlementaire et la présence d'un syndicat professionnel. Ce sera dans la loi, puisqu'à la Commission, nous avons voté l'amendement hier matin ou la semaine dernière. Vous dites, il faut toujours le rapport Hyest, mais le rapport Hyest, justement, nous précise qu'il faut éviter le cumul entre la fonction de parlementaire et une fonction de direction dans une entreprise. C'est dans le rapport, dans le projet de loi que propose le gouvernement. Et après, il y a quelque chose qui aurait dû vous faire frémir. Vous savez ce qu'il y a dans le rapport Hyest? On le connaît bien avec Pierre-Yves. Dans le rapport Hyest, il y a cette proposition quand même qui était un peu provocante, n'est-ce pas? Qui consiste à dire qu'un parlementaire pourrait continuer à cumuler sa fonction de parlementaire et une activité professionnelle, mais que sa rémunération serait limitée à la moitié, la rémunération à titre d'avocat, à titre de dentiste, à titre de notaire, à titre de ce que vous voulez, serait limitée à la moitié de l'indemnité parlementaire. C'est dans le rapport Hyest. Est-ce que vous voulez qu'on le mette dans le projet de loi? J'attends votre amendement, Monsieur Bas. Alors, on voit, en fait, donc je vous ai sans doute trompé un peu de motion. Et j'ajouterais que la question préalable, c'est quoi? La question préalable, c'est une définition précise. Il n'y a pas lieu à poursuivre la délibération. C'est ça la définition la préalable. Il n'y a pas lieu. Ça veut dire quoi? Au fond, il n'y a rien à voir. Je reprends mon expression de tout à l'heure. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, j'ai eu la curiosité d'aller regarder quand même ce document que nous recevons tous, qui est le bulletin quotidien. J'ai regardé le bulletin quotidien d'hier pour vraiment voir s'il n'y avait rien à voir. Je regarde page 3 du bulletin quotidien, affaire Bettencourt, abus de faiblesse, trafic d'influence. Page 3 du même bulletin quotidien, affaire Karachi. Page 17 du bulletin quotidien, l'ancien ministre Pierre Bedier. C'était un ministre de quel gouvernement, ça? Eh bien, l'ancien ministre Pierre Bedier, qui a été condamné, effectivement, parce qu'il avait traficoté quelques marchés publics, il vient d'être réélu, effectivement. Mais en tout cas, vous voyez bien que les problèmes ne datent pas de ces dernières années. Et puis vous avez même, page 24 du bulletin quotidien, l'ancien ministre du Tourisme, Léon Bertrand. Il appartenait à quel gouvernement, lui? Eh bien, lui aussi, il vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme dans une affaire d'attribution illégale de marchés publics en Guyane. Et puis, évidemment, je ne peux pas le passer sous silence. Vous avez, tout à fait au début, je reviens à la page 5, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, dénonce avec virulence la décision du Conseil constitutionnel de rejeter les comptes de campagne. Alors quoi, mes collègues? Enfin, est-ce que quand même, si nous remettons en question les institutions et la plus haute institution qui est le Conseil constitutionnel, au motif qu'elle ne fait qu'appliquer les textes que vous-même vous avez votés, les textes que pendant 5 ans vous n'avez pas réformés, alors vous admettez aujourd'hui qu'on critique ces textes et finalement que vous avez voté, que vous n'avez pas réformé et qu'on critique le Conseil constitutionnel. Je trouve que tout ça est bien exagéré et vous feriez mieux sans doute d'avoir plus de mesures. Je terminerai en précisant, au fond, à quoi vous vous opposez? C'est une bonne question. Eh bien, moi j'ai entendu tout à l'heure que vous allez vous opposer au voyeurisme. Eh bien, il n'en est pas question ici. Relisez le projet de loi du gouvernement. Jamais vous ne trouverez évidemment la moindre allusion à une volonté de franchir les limites, d'essayer de regarder ce qui est caché. Jamais, jamais. Ici, il est simplement question, effectivement, que chacun assume ce qu'il est et ce qu'il fait. Et ça ne doit pas nous gêner d'assumer ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est même sans doute le principe élémentaire
de l'éthique en politique. Vous vous opposez à quoi? Au contrôle. Quelqu'un m'a fait observer, et je reprends les propos de cette personne, ils ne sont pas moi, donc j'aime bien souligner ça, je trouve que c'est assez juste. Quand même, pendant plusieurs années, vous nous avez servi assez fréquemment l'idée qu'il faut mettre des radars à tous les coins de feu. Et quand nous-mêmes, nous nous opposions en disant, mais finalement, pas les radars, mais les caméras vidéo, quand nous-mêmes nous disions, mais quand même, peut-être que ces caméras vidéo à tous les coins de feu, il faudrait être modéré, vous aviez une réplique qui était parfaite, qui était définitive. Les honnêtes gens n'ont pas peur d'être filmés. Eh bien, moi, je vous retourne ça. Les honnêtes parlementaires n'ont pas peur de la transparence. Moi, je crois que vous vous opposez, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte, à une espérance de probité qui existe profonde dans ce pays. Cette espérance de probité, c'est vrai qu'elle ne concerne pas que la politique. Elle concerne les médias, elle concerne le monde des banques, elle concerne le monde des affaires dans son ensemble, mais il y a une profonde espérance de probité. Elle ne concerne pas d'ailleurs que la France, elle concerne l'ensemble des démocraties, et en particulier les démocraties en crise. Regardez, vous verrez que dans la plupart des pays, aujourd'hui, la question de la transparence redevient évidemment une question d'actualité. Alors j'ai envie de vous dire, presque en vous y invitant avec sympathie, ne restez pas dans le dernier carré, ne restez pas dans le dernier carré de ceux qui ne veulent ni voir ni entendre. Ne restez pas comme si le monde autour de vous ne bougeait pas et comme uniquement face à les événements qui se multiplient. J'en ai cité quelques-uns cet après-midi, en début d'après-midi, j'en avais cité d'autres, dont l'affaire du Mediator. Ne restez pas avec simplement cette phrase à la bouche qui consisterait à dire « cela ne me concerne pas, je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné, je ne suis pas concerné ». Ce n'est pas une réponse. Il est vrai que 95% d'entre nous, nous ne sommes pas concernés par toutes ces affaires. Il reste 5%. Et à cause de 5%, nous avons la responsabilité collective, justement, d'aller plus loin, de rendre plus transparent, d'être exigeant. Nous avons la responsabilité collective d'être exemplaires et de le montrer. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vais demander l'avis de la Commission. Monsieur le Président Sueur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup de soin Monsieur Bas. Je voulais juste à mon tour lui faire deux remarques. Premièrement, lorsque vous avez dit « nous voudrions voter ce texte » ou « nous aimerions voter ce texte », j'ai pensé, pardonnez-moi, à cette pièce de Molière qui fut déjà citée. Oui, ça c'est la première remarque. Et la deuxième, pour vous rappeler ce qu'a voté la Commission, mon cher collègue. Parce que vous nous avez fait tout un développement sur le conflit d'intérêts, en disant voilà, c'est inadmissible, qu'est-ce qu'on va nous demander, les associations auxquelles nous participons, les clubs philosophiques, je vous cite, un certain nombre d'institutions, d'associations bénévoles, et alors c'est scandaleux, etc. Oui, d'accord. Eh bien, je pense que vous étiez en commission ce matin. Vous étiez là. Et il ne vous a pas échappé que la commission a décidé d'adopter un amendement. Cet amendement, il supprime, pour les déclarations d'intérêt, l'alinéa numéro 34 de l'article 1 de la loi organique. L'alinéa numéro 34, je le lis, huitièmement, dans les déclarations, les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Et pourquoi avons-nous adopté cet amendement? Pour que justement il n'y ait aucune suspicion, mais une totale clarté. Les conflits d'intérêts sont clairement définis. Et nous nous sommes dit, d'ailleurs ça a été une réaction assez majoritaire et même largement majoritaire, lorsque l'on marque les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, cela peut renvoyer à toute une série d'engagements ou de participations qui ne sont pas définis. Donc il n'est pas bien que ce soit dans la loi.
Donc, nous l'avons supprimé. Et donc, vous avez satisfaction à cet égard. Et il ne vous a pas échappé non plus que cet amendement qui a été adopté par la Commission a pour signataire, avez-vous bien suivi, a pour signataire Jean-Jacques Hyest. Et c'est pour ça que vous vous souvenez tout d'un coup que vous l'avez voté. Et comme vous l'avez voté, vous vous souvenez que vous avez eu tort de dire tout ce que vous avez raconté tout à l'heure. On est bien d'accord. Donc je vous remercie. La Commission a émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le Président. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'après les observations d'Alain Anziani et la démonstration du rapporteur, le gouvernement ne va pas en rajouter car personne n'a véritablement pu comprendre où vous vouliez en venir. Le départ de votre explication était effectivement interrogatif, plutôt de nature, je dirais, il faut poursuivre le travail, mais la fin, je pense que la fin a éclairé le départ. L'objectif, c'était voilà, de revenir à ce que je pensais avoir évacué. Évidemment, c'est la liberté du débat parlementaire. Si vous souhaitez tenir un discours de niveau politicien même, permettez-moi de le dire, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti dans tous les cas, c'est votre liberté, mais dans tous les cas, ça n'éclairait pas, me semble-t-il, la démarche d'un rejet préalable. Et pour les raisons qui ont été exposées précédemment, le gouvernement émet un avis défavorable. Merci, mon cher Monsieur le Ministre. Pardon. Je vais consulter le Sénat sur la question préalable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Le règlement stipule qu'il peut y en avoir une par groupe. Monsieur Longuet, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais naturellement défendre la motion préalable présentée avec talent par mon collègue Philippe Bas. Je crois qu'il n'y a simplement aucun malentendu. Philippe Bas a défendu le travail de notre Haute Assemblée, travail collectif, travail consensuel qui s'est traduit par le rapport 518. Veut-il dire pour autant qu'il adopte et qu'il accepte et que le groupe UMP adopte et accepte toutes les dispositions du rapport 518? La réponse est naturellement non. Mais ce qui nous différencie, Monsieur le Ministre, de l'action gouvernementale, c'est qu'il s'agit d'un travail qui vient du Sénat, qui vient de parlementaires expérimentés, chevronnés, attachés à l'image de la Haute Assemblée et qui acceptent en effet des sacrifices sur leur confort quotidien pour consolider l'image de cette institution. Si vous aviez utilisé pour ce projet déposé trop rapidement et assez largement contradictoire, si vous aviez accepté les méthodes qui ont été celles du président Hyest, plusieurs mois de travail, de réflexion et d'approfondissement, nous aurions pu peut-être marquer des différences, constater des oppositions, et il y en a d'ailleurs au sein de l'opposition, il y en a à l'intérieur du groupe du UMP, il y en a certainement d'ailleurs également chez vous, dans la majorité au sein du groupe socialiste, mais au moins nous aurions eu le sentiment d'aller au fond de chacune des questions. Et d'ailleurs, le président Sueur me donne l'occasion, à travers ce petit incident du paragraphe 32 de l'article 1, et non pas 34, c'est le 136-8, je crois, le huitièmement du 136-16, c'était exactement ce que je visais dans l'inconstitutionnalité. Je n'ai pas la compétence et la qualité pour donner un cours de droit. J'y reviendrai dans les textes que nous présenterons au Conseil constitutionnel dans le dispositif le plus serré de notre proposition. Mais il y avait justement cette référence, ce paragraphe, tout autre intérêt. Et vous avez eu l'intelligence, parce que vous n'en manquez pas, Monsieur le Président de la Commission des lois, de retirer cet amendement avec le soutien de Jean-Jacques Hyest, parce que manifestement, c'était trop facile pour nous d'obtenir la censure par le Conseil constitutionnel de ce dispositif. Mais je vous rassure, au regard des textes fondamentaux que j'ai évoqués et sur lesquels je reviendrai, de l'article 2, de l'article 4, de l'article 6, de l'article 16 de la DDH, et en particulier en revenant sur les décisions du Conseil constitutionnel, celle notamment du 30 avril 2000,
où a été censuré un texte interdisant l'accès aux fonctions de parlementaires d'élus consulaires, vous verrez bien que nous avons les bases. Et ces bases, pourquoi les manques des bases d'attaque? Et ces bases existent parce que vous avez bâclé ce sujet majeur dans la précipitation qui était la vôtre pour des raisons d'opportunité politique. C'est la raison. C'est un motif supplémentaire pour soutenir Philippe Bas, parce que s'il termine sur un ton politique, c'est bien parce que ce projet de loi organique et ce projet de loi n'ont qu'un ressort politique de circonstance, alors que le sujet méritait d'aller sur le fond. Et je terminerai par une conviction personnelle que vous n'avez pas l'air de comprendre, Monsieur le Ministre. Je suis attaché à la vie parlementaire. On peut appartenir à l'UMP sans être, par exemple, un présidentialiste de stricte obédience. Je pense en particulier que l'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas certainement la meilleure solution et que le quinquennat est une tragédie par rapport au septennat. J'appartiens à une formation qui me donne le droit de penser cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai soutenu Édouard Balladur qui avait les mêmes convictions. Cela peut parfois m'opposer ou me distancier de Charles Pasqua, qui a présenté à la fois le texte de 88 et celui de 95, et qui était pourtant parlementaire et sénateur chevronné, moins attaché à l'autonomie du Sénat quand il était au gouvernement que lorsqu'il était à l'Assemblée. Bien, moi, je suis attaché à l'autonomie du Sénat quand je siège au Sénat et lorsqu'il m'arrive parfois, par hasard, de siéger au gouvernement. Et donc, je pense que cette commission qui était greffière dans la loi de 88, qui a en 25 ans acquis une certaine expérience, n'a cependant pas vocation à être une haute autorité sans méconnaître gravement le principe de la séparation des pouvoirs. Merci, mon cher collègue. Je cède la parole à Monsieur Favier pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord me permettre de vous faire part de notre étonnement à la lecture de la question préalable qui nous est soumise, selon laquelle ce projet de loi n'aurait pas lieu à être discuté. Ceux-là même qui n'étaient pas avares il y a quelque temps d'indignation lorsqu'il s'agissait de fustiger le comportement de l'ancien ministre du Budget, nous proposent donc aujourd'hui d'abandonner tout débat visant à assainir le fonctionnement de notre République. Je ne sais pas s'il s'agit évidemment d'un embarras récent du fait de l'étalage dans la presse des arrangements, par exemple, que Bernard Tapie a pu passer avec l'ancienne majorité, mais dans tous les cas, on voit bien ici, dans cette Assemblée, le conservatisme a décidément la vie dure. Bien entendu, la multiplication récente des affaires de collusion entre le pouvoir politique et le milieu des affaires nous montre bien qu'il n'en est rien. Les conflits d'intérêts, symptomatiques d'une République malade de la personnalisation du pouvoir et du néolibéralisme économique, se font de plus en plus visibles. Il en va de notre responsabilité donc d'ouvrir un débat sur cette question, afin de redresser donc l'image désastreuse que les Français ont malheureusement aujourd'hui de leurs élus. C'est par cette discussion que nous arriverons à nous assurer de la probité de tous les représentants du peuple, et je regrette à ce sujet que le gouvernement ait encore une fois engagé la procédure accélérée pour la discussion de ce texte, quand bien même il gagnerait donc à être discuté en profondeur. Il apparaît clairement que le texte qui nous est proposé, s'il va dans le bon sens, n'est pas encore totalement à la hauteur des enjeux qui nous concernent. Il faudra en particulier veiller à ce que l'adoption de ce texte ne serve pas au gouvernement pour se défausser d'une politique ambitieuse de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, lutte qui, à nos yeux, nous paraît tout aussi importante que celle pour la transparence. Et c'est bien pour cela, mes chers collègues, que je vous appelle à rejeter donc cette question préalable. Il est indispensable que nous puissions nous saisir de cette discussion pour ensemble encore améliorer ce texte. Et les perspectives d'amélioration sont nombreuses. Si nous ne voulons pas faire de cette haute autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle inutile commission pour la transparence financière de la vie politique. Soyons donc ambitieux, renforçons la définition du conflit d'intérêts dans la loi pour lui donner une réelle force juridique. Soyons audacieux, donnons à cette haute autorité un réel pouvoir d'enquête afin qu'elle puisse mener à bien ses missions. N'ayons pas peur d'assumer l'existence potentielle de conflits d'intérêts chez des ministres ou des parlementaires concernant certains sujets et imposons donc une obligation de déport pour les membres du gouvernement, pour les présidents de commission et pour les rapporteurs dans les cas litigieux. N'hésitons pas à ouvrir une vraie réflexion sur les incompatibilités
entre mandat parlementaire et activité professionnelle pour que plus jamais un élu ne se serve de son mandat pour s'enrichir. De quoi donc avez-vous donc si peur pour refuser ainsi ce débat? Pourquoi devenez-vous si fébrile lorsqu'on parle de probité, de prévention des conflits d'intérêts ou de respect de l'intérêt général? À la vue du malaise que ce texte donc peut causer chez certains, je suis d'autant plus assuré du caractère indispensable donc de cette discussion. Je vous l'ai déjà exprimé, je ne partage pas effectivement entièrement la vision de la transparence et des conflits d'intérêts inscrite dans ce texte, mais je suis intimement convaincu que notre République, à défaut d'une réflexion institutionnelle globale, a besoin d'une réforme en ce sens. Et donc, dans ce sens, nous voterons donc contre cette question préalable. Je consulte le Sénat sur la question préalable opposée par M. Jean-Claude Gaudin et les membres du groupe UMP et dont l'adoption aurait pour effet d'entraîner le rejet du texte en discussion. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Résultat du scrutin numéro 296 sur la motion tendant à opposer la question préalable. Nombre de votants 343. Nombre de suffrages exprimés 342. Pour l'adoption 166. Contre 176. Le Sénat n'a pas adopté la motion tendant à opposer la question préalable. On continue là ou pas? Monsieur Pierre-Yves Collombat et plusieurs de ses collègues ont déposé une motion tendant au renvoi à la commission du texte en discussion.
Cette motion porte le numéro 105 rectifié. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat, orateur pour la motion. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la femme de César ne saurait être soupçonnable. Ainsi, le futur maître de Rome justifiait, il y a bien longtemps, à la fois la répudiation de sa seconde épouse et, ce qu'on oublie généralement, l'absolution de son séducteur. Les uns prétendent que César parla comme il pensait, commente Plutarque. D'autres croient qu'il cherchait à plaire au peuple qui voulait sauver l'accusé, afin, d'un côté, de ne pas s'attirer par sa condamnation le ressentiment du peuple, et de l'autre, pour ne pas se déshonorer aux yeux des bons citoyens par une absolution formelle. Sous la République consulaire qui est la nôtre, que le titulaire du pouvoir suprême commette une erreur de casting trop voyante dans le choix d'un de ses ministres, et c'est l'ensemble des élus nationaux, une bonne partie des élus locaux et des acteurs de la vie publique qui sont sommés, comme la femme de César, de rendre des comptes, non pas seulement de ce qu'ils font, mais de la manière dont les autres le perçoivent. Et pour que leur vertu ne faiblisse pas, les voici placés sous la surveillance des électeurs, des réseaux de formatage de l'opinion en charge du pilori symbolique. Sauver les apparences en détournant l'attention des coupables fonctionnels sur des coupables fonctionnels sans effleurer ce qui fâche fait partie de l'arsenal de gouvernement, particulièrement par temps de crise. La crise durant, s'approfondissant, faute de remèdes adaptés, cette accélération de l'histoire n'a rien d'étonnant. D'affaire Cahuzac en affaire Wurst, quelques dizaines de mois seulement séparent le présent projet de loi de la loi organique du 14 avril 2011, d'ailleurs elle aussi d'inspiration élyséenne. Bénéfice secondaire en 2011, donner l'impression de rattraper un retard supposé sur nos voisins dans la défense de l'ordre moral en rebaptisant conflit d'intérêts ce qui ressemblait trop à un moins reluisant trafic d'influence. Bénéfice secondaire aujourd'hui, renforcer un peu plus le contrôle judiciaire, bureaucratique et d'opinion sur les élus nationaux et locaux. Et pourtant, dans la chronique des scandales politiques de ces 30 dernières années, on peine à trouver la trace de parlementaires, en tout cas en tant que parlementaires. On y trouve essentiellement des membres de l'exécutif ou des personnes liées à l'exécutif par toute la gamme des liens, de la connivence de classe inconsciente au calcul froid, en passant par les liens familiaux, de camaraderie, d'amitié, tout simplement parce que notre système concentrant l'essentiel du pouvoir politique à l'Élysée et dans ses satellites, les nécessités de sa conquête et de sa perpétuation rendent peu regardants sur les moyens. Tout simplement parce que c'est là que tout ce qui compte se décide. Choix généraux comme décisions de portée individuelle et pratique. Ce n'est pas au Parlement. Comment empêcher alors, lorsque tout se joue là, qu'il en aille différemment? Comment éviter que l'élection présidentielle, perçue de moins en moins comme un acte politique et de plus en plus comme une cérémonie magique de conjuration et de résurrection, ne débouche sur la désillusion et la rancœur? Réduction de la fracture sociale, travailler plus pour gagner plus. Le changement, c'est maintenant. Même si elles jouent leur rôle, l'élection présidentielle, même si elles jouent leur rôle dans l'élection présidentielle, celle-ci ne se fait pas sur des promesses précises, mais sur l'espoir qu'on a réussi à faire naître. Et le changement, c'est maintenant, c'est, traduit l'électeur, le changement pour moi, pas la Xème réforme structurelle de ceci ou de cela, pas la réforme pour rassurer Bruxelles, Berlin, le CAC 40 ou les marchés, que sais-je. La désillusion naît du décalage de plus en plus grand entre politique et la communication qui en tient lieu. Le problème de la Ve République finissante n'est pas le Parlement, mais l'exécutif. C'est l'absence de contre-pouvoir politique réel qui explique les dérives dont se nourrit le désaveu populaire. Et c'est pourtant le pouvoir législatif qu'on entend affaiblir. Dans son intervention tout à l'heure, Alain Anziani a rappelé l'affaire du Mediator. Mais l'affaire du Mediator, précisément, elle s'est réglée rapidement.
et sans qu'on ait à changer la loi. Au Parlement, regardons les choses de près, même les cavaliers masqués du petit matin ne peuvent aboutir sans l'intervention ou le consentement de l'exécutif. Un exemple récent que nous rappelle l'affaire Tapie, c'était en février 2007, donc en cours de la campagne des avant-dernières présidentielles, on discutait d'un texte sur la réforme des tutelles, et puis tout d'un coup, un amendement qui vient élargir le champ d'utilisation de la tractation de la procédure d'arbitrage, qu'il élargit donc encore plus, et qui sécurisait bien évidemment cette procédure dont on a vu tous les attendus après. Le bon sens et l'honnêteté donc voudraient qu'avant de désigner dans l'urgence les responsables de la vindicte publique et de bricoler en hâte des remèdes législatifs destinés à faire tomber la fièvre, on prenne le temps du diagnostic, le temps de l'inventaire des moyens de traitement déjà disponibles et de leur marge d'amélioration, car il y en a. Le bon sens et l'honnêteté intellectuelle voudraient que l'on s'interroge sur la nature du processus de décision démocratique, sur ce que signifie intérêt général, plutôt que de se contenter de psalmodier que ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ce qui n'avance guère, vous le pensez bien évidemment. Le bon sens et l'honnêteté voudraient corrélativement que l'on définisse en quoi consiste le conflit d'intérêts pour un parlementaire, les limites de la notion, ses rapports avec les manquements au devoir de probité du code pénal, comme prise illégale d'intérêt, comme favoritisme, comme trafic d'influence. Les conditions dans lesquelles ces propositions de loi ont pu être examinées par notre commission des lois, je n'insiste pas, tout le monde le sait, mériteraient à elles seules un retour en commission. Et d'autant plus que celle-ci, cela a été rappelé plusieurs fois, qu'il y a 2 ans à peine, elle a quand même produit un rapport suffisamment fouillé pour qu'on parte de là pour réfléchir. D'autant plus que le rapporteur en a retenu surtout les propositions allant dans le sens répressif, en évitant soigneusement d'en épouser la logique, et l'essentiel qui était de refuser la publicité des déclarations, contrairement à ce qui nous est proposé aujourd'hui. La commission des lois nous propose même de revenir sur la légère réduction que l'Assemblée nationale a introduite. Ainsi, intérêts matériels et intérêts moraux, décisions particulières et décisions de portée générale, activités professionnelles, mandats électifs et associatifs se trouvent-ils mêlés dans le même grand sac des intérêts potentiellement en conflit? C'est de ce grand sac qu'est censé sortir le génie et la lumière, et ainsi que la morale. Le plan de travail de la commission des lois, si vous acceptez ma proposition, il est très simple à dresser. D'abord le diagnostic. La vie politique française est-elle si réellement corrompue qu'elle nécessite la présence d'ordonnances de coin de table? Je me contenterai ici de remarquer que, quand nous l'avons interrogé, le président de la Commission pour la transparence lui-même nous a dit qu'en 25 ans d'examen de 25 000 dossiers, eh bien, il y a eu seulement 14 personnes concernées, dont 6 parlementaires, qui ont été dossiers transmis au parquet, qui n'a pas donné suite, l'enrichissement inexpliqué ne constituant pas un délit. Alors, s'il faut, à n'en pas douter, donner plus de moyens d'investigation à la Commission, en définir les moyens juridiques qui permettraient de mieux sanctionner l'enrichissement illégal, eh bien, la mise sous surveillance générale de pratiquement tous les acteurs publics ne me semble pas la méthode, le remède adapté. La France, nous dit-on, serait au 24e rang des pays les moins corrompus selon l'indice de présomption de corruption de Transparency International. Classement certes peu glorieux, mais outre que la scientificité de la notion de plutôt corrompu ne saute pas vraiment aux yeux, il est troublant de constater, quand on regarde le classement 2011, que parmi les pays mieux notés que nous se retrouvent 13 paradis fiscaux, dont les 10 meilleurs du monde selon le magazine Forbes. Autre élément du diagnostic, l'inventaire de l'arsenal répressif existant, l'évaluation de son efficacité par rapport à celui des autres pays démocratiques.
S'agissant de la répression des atteintes à la probité des acteurs publics, en tout cas, notre code pénal et la jurisprudence sont particulièrement répressifs. La définition de la prise illégale d'intérêt par le code pénal est tellement large que les actes les plus légitimes, comme pour un élu de voter une subvention pour un organisme dans lequel il représente sa collectivité et sa qualité, hors de tout enrichissement personnel, peuvent être qualifiés de prise illégale d'intérêt. La Cour de cassation ne fait pas de différence entre intérêt moral et financier, intérêt général et intérêt personnel. Même constat pour le délit de favoritisme qui est constitué, même en l'absence d'intention d'avantager quelqu'un, dès lors que la procédure de passation des marchés n'a pas été strictement respectée. Par 2 fois, le Sénat a adopté à l'unanimité une modification de la notion de prise illégale d'intérêt et 1 fois celle de favoritisme. Par crainte des réactions médiatiques, ces textes n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Je constate que notre rapporteur s'est abstenu de reprendre cette nouvelle définition de la prise illégale d'intérêt, qui était pourtant une des préconisations du rapport que nous avons évoqué. N'apparaît nulle part non plus cette conclusion du rapport, je cite, « L'étude des régimes de prévention des conflits d'intérêts et de leur application concrète dans les parlements occidentaux révèle que le système français est globalement plus performant que celui de nombreux États. » Deuxième type de question, ensemble de questions, celle de la question de la décision. Qu'est-ce que c'est la décision? Comment ça se passe dans une assemblée démocratique? Non seulement le présent projet de loi confond décision individuelle pratique, qui est le fait des exécutifs, et décision de portée générale, définition de règles applicables à tout le monde, mais il renvoie à une conception totalement erronée, à mon sens, de la prise de décision collective au sein d'assemblées démocratiques. Conception erronée, à mon sens, parce que la décision conforme à l'intérêt général, comme on voudrait nous le faire croire, n'est pas le produit d'atomes civiques purgés de tout préjugé, comme les eaux usées de nos stations devraient être purifiées. Eh bien, nous, là, par le regard purificateur de l'opinion, si c'était le cas, donc c'est pas ça, la décision démocratique. Si c'était le cas, ne pourraient participer, comme ça a été remarqué, à la décision seulement ceux qui tiennent leur connaissance de la lecture des journaux ou de leurs consignes de vote, et pas du tout de leur pratique. Tous les autres devraient donc s'abstenir. Idée perverse, car la décision démocratique est le produit d'un débat public réglé au sein d'une assemblée représentative dans l'idéal de tous les intérêts et opinions, ce qui suppose des parlementaires d'origines diverses, des parlementaires présents et actifs, question soigneusement à éviter, ce qui suppose que le débat ne puisse être biaisé et qui pose la question de la désignation des présidents de commission et des rapporteurs. Le groupe de travail, autre conclusion qui a été passée à la trappe, avait d'ailleurs conclu que c'est à ce niveau que le risque de conflit d'intérêts existe vraiment au Parlement. Non pas que les gens délibèrent, qui ont un intérêt délibère, mais que la manière de poser le débat soit biaisée par celui qui le présente et qui le mène. Troisième ensemble de questions, celle que la Commission devra se poser, celle de l'efficacité des dispositifs de prévention aux manquements au devoir de probité publique, telle qu'elle est proposée dans cette proposition de loi. Pour répondre au désenchantement public, suffira-t-il, chers collègues, que, vêtus de probité candide, leur déclaration de patrimoine sur Facebook dans une main et celle d'activité et de l'intérêt sur Twitter, les élus du peuple, les parlementaires, les élus locaux acceptent stoïquement leur rôle de bouc émissaire, au motif que personne n'est obligé d'être candidat? Je pense que non. D'abord, comme on l'a vu, parce que l'origine de la crise de confiance des citoyens dans leurs institutions et les acteurs publics n'est pas l'origine qu'on prétend. Ensuite, parce que le remède ne fera qu'aggraver le mal. La publication des déclarations non seulement n'empêchera pas les trafiquants de trafiquer, on découvrira seulement à l'occasion d'un scandale qu'ils avaient menti, mais fournira un aliment permanent au harcèlement de ceux qui ne l'auront pas fait. Non seulement la défiance publique continuera à s'alimenter des scandales qui continueront, comme ils ont continué après chaque train de mesures de diversion, mais elle trouvera un aliment nouveau dans la contemplation des déclarations. Les commentaires qui ont suivi la publication du patrimoine des membres du gouvernement, encombrés de vélos, de voitures revenant du contrôle technique, d'estimations immobilières, sont édifiantes.
Quant au patrimoine de Pierre Moscovici, commente le journal de référence du 17 avril 2013, à seulement 270 000 €, il est presque aussi maigre que la croissance du PIB français. Rien n'est dit, tout est dit. La recherche de la transparence pourrait bien être le meilleur moyen de perpétuer l'obscurité sur les processus de décision qui importent vraiment, selon le principe pascalien qui veut faire l'ange fait la bête. L'objectif de cette proposition de retour en commission vise simplement, mes chers collègues, en nous invitant à ne point trop faire l'ange, à nous permettre de moins faire la bête. Voilà, parfait. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-Pierre Michel, orateur contre la motion. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, à cette heure tardive, je ne vais pas me lancer dans des excès littéraires de Monsieur Colomba. Les affaires, nous en connaissons tous. Et je dirais qu'ici, nous avons tous notre croix. Et que je ne pense pas, Monsieur Mézard, que M. Toapi était un membre du Parti socialiste. J'ai entendu ici un certain nombre de propos excessifs. Car lorsqu'on parle à cette tribune, ou ici, on ne parle pas seulement pour soi, on parle au nom de son groupe, au nom de son parti politique, et éventuellement des ministres de son parti qui font partie du gouvernement et qui doivent forcément partager les propos que l'on tient à cette tribune. Alors, Monsieur Colomba, nos concitoyens attendent des textes, ils attendent des mesures. Et les réflexions que vous demandez à la commission des lois de faire, si jamais ce texte est renvoyé, ces réflexions ont été faites. Elles ont été faites par le gouvernement. Elles sont d'ailleurs dans l'exposé des motifs. Et c'est à partir de ces réflexions qu'on nous propose un certain nombre de textes, d'articles, que d'ailleurs et l'Assemblée et nous-mêmes avons modifiés. Sur le patrimoine, je passe, surtout sur les conflits d'intérêts. Faut-il parler, mes chers collègues, ici au Sénat, des conflits d'intérêts? Faut-il s'en tenir à la déontologie du bureau de notre Sénat? Faut-il dire le nom des parlementaires ici qui acceptent des voyages à l'étranger, en dehors de tout cadre sénatorial, invités par des puissances étrangères, pour y faire quoi? Alors il suffit de le déclarer. À qui? Est-ce que ces déclarations sont publiques? Est-ce qu'on sait ce qui en résulte? Non. Nous avons besoin de textes. La déontologie intérieure ne suffit pas. On le sait très bien. Et dans les autres professions, c'est pareil. C'est pareil. On sait très bien que les sanctions disciplinaires infligées par les ordres sont totalement insuffisantes et que la justice doit participer lorsqu'il le faut. Donc, cette loi est nécessaire. La commission des lois a travaillé. Elle a travaillé d'abord sur la base de fameux rapports IEST, etc., que notre rapporteur a pris en compte, qu'il a répété tout au long des amendements, pour accepter certains amendements, notamment de M. Guest, notamment de M. Colomba. M. Colomba, d'ailleurs, qui était présent ce matin, non pas la semaine dernière, je crois, mais ce matin, qui avait pris la parole très souvent, et qui avait eu quelques succès dans vos amendements, pas dans tous, quelques succès dans vos amendements. Donc, franchement, alors bien sûr qu'il n'est jamais urgent de ne rien faire. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, lorsque tout va très bien dans le meilleur des mondes, lorsque le monde politique et nous-mêmes, nous sommes portés au nu par nos concitoyens, lorsque nous ne sommes pas suspectés, lorsque nous ne sommes pas la femme de César, il ne faut rien faire. C'est ce que vous proposez. C'est ce que vous proposez. Eh bien, moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'il faut agir et que le gouvernement et le président de la République ont été bien intentionnés d'agir rapidement après une affaire scandaleuse qui était l'affaire Cahuzac et que nous portons, nous, comme une croix, oui, mais il y en a d'autres, antérieures. Bon. Donc là-dessus, soyons clairs et ne nous faisons pas porter la faute sur les uns ou sur les autres. Nous devons légiférer rapidement. C'est la question pour laquelle, au nom de mon groupe, je m'oppose à cette motion de renvoi en commission.
Merci, Monsieur Michel. Je vais demander l'avis de la Commission. Monsieur le Président Sueur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout a été dit et bien dit par Monsieur Michel. Je voulais faire observer à Monsieur Colomba que s'il avait voulu que l'on prenne en compte la définition du conflit d'intérêts à laquelle il a fait allusion, il lui était tout à fait possible de déposer un amendement à ce sujet. D'ailleurs, il ne manque pas de déposer des amendements et d'ailleurs dit de travailler, de concourir beaucoup à nos travaux. Mes chers collègues, la commission des lois a déjà consacré 12 heures à l'examen de ce texte. 12 heures, mais, mes chers collègues, ce n'est pas fini, puisque je dois dire que je dis à ceux qui voudraient soutenir cette motion, à laquelle je suis opposé, qu'il y a une pièce de Beaumarchais qui s'appelle la précaution inutile. Comme la commission des lois est d'ores et déjà invitée à se réunir dès la fin de la présente séance, de toute façon, car il nous reste encore quelques 200 amendements à examiner, de toute façon, la commission des lois se réunira et ceux qui veulent qu'elle se réunisse sont d'ores et déjà satisfaits, mes chers collègues. Nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver en commission. L'atmosphère est excellente, on a des débats approfondis et on ne ménage pas notre temps ni notre peine, surtout en ce mois de juillet et aussi durant le mois de juin, d'ailleurs le mois de mai, le mois d'avril. Donc c'est un plaisir sans cesse renouvelé. De toute façon, c'est prévu, mais si vous voulez qu'en plus il y ait une motion, eh bien vous pouvez la voter, mais je pense que c'est vraiment inutile, mes chers collègues. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je pense que, en l'état de la situation, s'agissant d'une procédure parlementaire, je ne sais pas si ici le gouvernement s'exprime d'habitude, mais j'ai pour ligne de conduite de ne pas donner d'avis, puisque c'est une règle propre au Parlement et que sur le renvoi en commission, naturellement, ça ne concerne que l'Assemblée à laquelle il est soumis. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle qu'aucune explication de vote n'est admise. Je vais consulter le Sénat sur la motion de renvoi en commission déposée par M. Pierre-Yves Collombat et plusieurs de ses collègues. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDSE sur cette motion. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que le gouvernement n'a pas donné d'avis. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées à l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.
J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Résultat du scrutin numéro 297 sur la motion tendant au renvoi en commission du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. Nombre de votants 346. Nombre de suffrages exprimés 346. Pour l'adoption 188. Contre 158. Le Sénat a adopté la motion de renvoi en commission. Et pendant cette suspension de séance, la commission des lois s'est donc réunie et là, coup de théâtre, elle a rejeté à son tour le projet de loi organique. La séance a été reprise aux environs de 22h15 pour annoncer le report du projet de loi sur la transparence de la vie publique. Je vous propose donc tout de suite de revoir cette séance. La séance est reprise. La parole est à Monsieur le Président Sueur pour nous présenter les conclusions de la commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à la suite de l'adoption par le Sénat de la motion de renvoi en commission présentée par Monsieur Pierre-Yves Collombat, que je salue, la commission, à l'issue de sa réunion, a fort logiquement constaté une majorité homothétique, avec la majorité qui adoptait le renvoi en commission dans l'hémicycle. Donc voilà une logique. Je ne dis pas que tout est logique, mais là il y a une logique qui est incontestable. Donc la commission, à l'issue de sa réunion, a décidé de rejeter le texte du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique qu'elle avait adopté pourtant lors de sa réunion du mercredi 3 juillet 2013. Mais la Commission a le droit d'évoluer dans ses pensées et dans ses appréciations, Madame Létard. La Commission a informé ses membres, et ce fut l'office de notre collègue Monsieur Jean-Pierre Michel qui l'a présidé, qu'en conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion porterait en séance sur le texte du projet de loi organique tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Merci, Monsieur le Président. Il résulte de ce rapport que la Commission ayant rejeté le texte qu'elle avait adopté, le Sénat doit examiner le texte du projet de loi organique tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Le Sénat changeant de base de discussion, le droit d'amendement doit désormais s'exercer sur le texte de l'Assemblée nationale. Nous pourrions fixer un nouveau délai limite demain mercredi à 13h pour le dépôt des amendements. La séance sera ouverte à 16h afin de permettre à la commission des lois de se réunir au préalable pour examiner les amendements.
Madame Troendlé, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il me semble qu'il y a un problème au niveau du règlement. Je fais un rappel du règlement en vertu de l'article 47 ter qui fixe les délais limites pour le dépôt des amendements par la conférence des présidents. Or, aucune conférence des présidents ne s'est réunie, Monsieur le Président. Et je ne trouve aucun article qui permet de délimiter ainsi un délai sans passer par la conférence des présidents. Par ailleurs, fixer un délai aussi court à demain, il est totalement impossible de redéposer de nouveaux amendements puisqu'il s'agit pour nous de reprendre un texte complètement de fond en comble, un texte qui est totalement que nous rejetons totalement aujourd'hui. Il est impossible dans un délai aussi court de travailler dans des conditions sereines, Monsieur le Président. Donc je vous demanderai à ce que ce soit une conférence des présidents qui fixe les nouveaux délais, qu'on puisse en débattre en conférence des présidents. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Écoutez, mes chers collègues, pour que la démarche ait un sens, il faut qu'on reprenne le texte, qu'on fasse, comme je l'ai dit tout à l'heure en commission, un peu le même type d'exercice qui a été fait sur le texte sur la décentralisation, où on était arrivé à un texte que j'ai voté parce que je trouvais qu'il correspondait bien à nos attentes, qui étaient assez différents du texte initial. Bon, si pour je n'étant absolument incompétent en matière de procédure, bon, voilà. Mais je veux dire que si c'est ça, c'est une pantalonnade. Donc, je pense que vous pourrez passer le texte, mais enfin, vraiment, ça n'a strictement aucun sens. Donc, au minimum, je pense que ce que dit Mme Troendlé est de bon sens. Au moins que la conférence des présidents essaye de voir s'il y a moyen, parce que j'ai regardé l'emploi du temps quand même prévu jusqu'à la fin du mois. Il n'y a pas des textes d'une urgence extrême et il y a assez de vide pour pouvoir continuer à travailler. Il faut au moins qu'on ait quelques heures, plus que quelques heures, pour essayer de voir si on peut trouver un modus operandi et quelques principes sur lesquels on pourrait être d'accord. Autrement, tout ça, c'est de la procédure. Et ça confirme d'ailleurs ce que j'ai dit. Je veux dire, le pouvoir, il est à l'Élysée. On est là pour valider ce que veut l'Élysée. Bon, moi, je veux bien. Mais c'est pas... Enfin, on creuse notre tombe, hein, en tant qu'institution. Bon, personne n'y est pour rien. Mais je constate que d'année en année, c'est pire. Et ça ne tient pas aux hommes, ça ne tient pas aux gens. Ça tient à la dérive de nos institutions. Mais oui, chers collègues, ça se passe comme ça. D'ailleurs, c'est à peu près ce que vous avez dit, d'une autre façon. Je veux dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Bon, très bien. Et c'est ça, c'est pas... Bon, bien sûr, les hommes sont les hommes, ils essayent de tirer la couverture, très bien. Mais c'est pas ça le fond du débat. Donc si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à essayer quand même de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, enfin, c'est la débandade totale. Alors, bon, peut-être que la procédure vous permettra de faire passer ce que vous voulez faire passer. Mais enfin, ça serait lamentable. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Assassi. Oui, je vais être très rapide pour dire simplement que mon groupe et moi-même regrettons la situation dans laquelle nous nous retrouvons ce soir. J'ai le souvenir de d'autres situations où le gouvernement avait su user de procédures qui nous avaient contraints à clore nos débats dans une précipitation que je regrette encore aujourd'hui. Je regrette d'autant plus cette situation qu'il me semble que les grands oubliés, ce sont les Français. Et ce que j'ai pu dire tout à l'heure dans mon intervention générale, à savoir la façon dont ils ressentent le décalage entre eux et les élus aujourd'hui. Et je crois que ce soir, bien évidemment, ils ne sont pas des millions à nous regarder, mais dans le même temps, les choses se savent et que nous ne renvoyons pas une bonne image du Parlement et particulièrement du Sénat. Donc moi, je ne suis pas une procédurière, je ne sais pas quels sont les outils justement procéduriers pour que nous puissions enfin débattre de ce texte qui, pour moi, est important. La transparence a du sens pour moi. Et je crois que, sincèrement, nous appelons cette transparence
quel que soit le lieu où nous nous situons aujourd'hui dans cet hémicycle. Donc il faut que nous puissions discuter de ce texte en toute sérénité. Monsieur Collombat, je vous entends bien, mais il y a eu des votes. Des votes ont du sens. Ou alors ça ne sert à rien de voter. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir des parapluies. Pas vous, Madame Tremblay, je parle à Monsieur Collombat. Donc pas la peine d'ouvrir des parapluies. La chose est faite. Nous savons qui a créé les conditions de là où nous en sommes ce soir. Il faut l'assumer. Si c'était mon cas ou le cas de mon groupe, nous savons l'assumer, mais je ne trouve pas très élégant de votre part que de renvoyer cette situation à d'autres ce soir. Voilà, donc moi je ne sais pas quelle peut être l'issue de la situation. En tout cas, je réaffirme que pour mon groupe et pour moi-même, il est nécessaire que nous ayons une discussion approfondie, sereine, qui prenne de la hauteur, justement sur un sujet qui peut-être n'est pas la préoccupation première de nos concitoyens, parce que je dois vous dire une chose, c'est que peut-être que plus que de la transparence, ce que regrettent aujourd'hui les gens, c'est l'impuissance des politiques à répondre à leurs besoins. C'est ça la question. Mais la transparence, selon moi, en fait partie. Donc trouvons les solutions pour pouvoir discuter de ces textes en pleine sérénité, avec toute la responsabilité, les responsabilités, j'oserais dire, qui nous incombent. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pardon. Merci, Monsieur le ministre, le gouvernement. Pardon. Monsieur le ministre, j'ai encore des demandes de parole. Est-ce que vous souhaitez intervenir après ou c'est comme vous voulez? Entendu. La parole est à Monsieur Zocchetto. Merci, Monsieur le Président. Dans les circonstances que nous connaissons, nous sommes surpris qu'aucune réunion de la conférence des présidents ne soit organisée. Nous, les uns et les autres, nous avons un peu le sentiment d'être sans gouvernance, comme les Français d'ailleurs, quelque part. Et moi, je suis d'autant plus surpris que ce qui se passe actuellement était prévisible. Il suffisait de voir l'accumulation des travaux de la Commission des lois, la désorganisation totale, oui, en effet, que nous connaissons depuis un moment. Donc, il y a un moment, évidemment, ça craque. Et ce soir, ça craque. Alors, il faut trouver une solution. Le sujet que le gouvernement souhaite aborder intéresse le Sénat. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu le gouvernement actuel pour nous pencher sur ces questions. Simplement, nous pensons qu'une loi de circonstance avec la procédure accélérée ne peut pas prospérer. Nous avons besoin de discuter sereinement de cette question. Et l'expérience que nous avons connue à la Commission des lois depuis quelques jours ne permet pas de répondre à notre souhait de discuter sereinement, de trouver un consensus, car nous sommes tous concernés. Et au-delà de nous tous, ce sont les Français aussi qui sont concernés. Donc, réunissons la conférence des présidents, retrouvons un peu de sérénité et essayons de voir comment on peut organiser l'examen de ce texte avec une procédure de dépôt d'amendements. Peut-être que le gouvernement peut aussi retirer sa demande de procédure accélérée. C'est vraiment, il y a des domaines dans lesquels la procédure accélérée s'impose, mais ces domaines doivent rester limités. Et là, je crois que le gouvernement a abusé et on voit les limites de l'exercice. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Le gouvernement souhaite que ce texte soit examiné sereinement, mais complètement, et que la procédure soit terminée dans le cadre de la présente session ordinaire, qui, comme vous le savez, n'a pas extraordinaire, pardon, comme vous le savez, n'a comme limite que le décret. Donc, si la conférence des présidents décide qu'il faut notre délai, c'est une décision qu'on respectera. Si il est décidé qu'on siégera à des dates plus tard, dans le mois de juillet ou au mois d'août, le gouvernement sera à la disposition du Sénat pour que le débat aille jusqu'au bout sur ce texte qui est important dans le cadre de la procédure qui a été choisie. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je n'ai plus de...
Bon, allez-y, allez-y, oui. Allez-y, chers collègues. Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser dire ce que Mme Assassi a dit. Je prends mes responsabilités comme vous avez pris les responsabilités s'agissant de l'amnistie sociale. Pas avec les mêmes conséquences? Quelles conséquences? Nous avons un certain nombre d'opinions, nous avons un certain nombre de principes et nous nous battons pour les faire respecter. Point barre. Point barre. Comme vous, vous avez des principes. Voilà, c'est tout. Bon, si dans un Parlement, on ne peut pas défendre les valeurs auxquelles on tient, alors où est-ce qu'on va les défendre? Nous ne sommes pas là pour exécuter ce qu'on nous dit d'exécuter. Point barre, c'est tout. Voilà pour cette séance. Je vous rappelle donc la principale information de ce matin. Le Sénat a donc décidé de reporter l'examen du projet de loi sur la transparence de la vie publique. La commission des lois doit se réunir demain jeudi et le Sénat siégera vendredi et lundi pour examiner ce texte qui était, je vous le rappelle, une des réponses à l'affaire Cahuzac. Bonne journée à tous.